Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, nommé Premier ministre le 8 avril par le président de la République, Abdoulaye Idrissa Maïga a exposé ce lundi 12 juin devant la représentation nationale sa déclaration de politique générale qui marque l'entrée officielle en fonction de la nouvelle équipe gouvernementale. Il a ainsi soumis à l'approbation des 147 parlementaires les orientations majeures du nouvel attelage exécutif. Déclaration de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ce matin à l'Assemblée nationale du Mali qui sera débattue le jeudi prochain par les députés Abdoul Karim Sako et Mohamed Sidibé. Conformément aux aspirations profondes du chef de l'État, le Premier ministre a présenté une déclaration de politique générale centrée autour vraiment des préoccupations majeures dans les différents domaines, en tout cas qui concernent la vie de la nation. Donc vraiment, ne serait-ce qu'à travers les applaudissements, les tonnerres d'applaudissements, vous-même vous constatez que vraiment les élus du peuple étaient vraiment en tout cas convaincus par rapport à la pertinence et à la qualité du contenu de la DPG. Nous avons 3 jours pour examiner sa déclaration et lui donner suite le lendemain, jeudi 15. Également, nous avons entendu des refrains de promesses antérieures qui ne sont jamais concrétisées et dont nous avons des sérieux doutes quant à leur mise en œuvre dans ces laps de temps qui restent. Moi, j'ai beaucoup souhaité l'arrivée de ce Premier ministre parce que je pense que c'est l'RPM qui est au pouvoir. Depuis l'arrivée de Ibeka jusqu'à aujourd'hui, vraiment, l'RPM n'avait jamais à voir le Premier ministre. Bon, c'est l'RPM qui connaît la difficulté du peuple malien. C'est l'RPM qui connaît comment les Maliens ont choisi leur chef qui est Ibeka. Donc vraiment, il fallait que l'RPM vienne à la primature pour voir maintenant ce qu'on peut faire pour les Maliens. L'association Alimatou Saadia, avec le soutien de sa marraine, Aïdara Alima Dagamaïsa, a organisé la cérémonie commémorative de l'anniversaire d'Imam Hassan, petit-fils du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Cette année, les tout-petits sont à l'honneur avec des lots de cadeaux. La rencontre qui a réuni les leaders religieux et les personnalités politiques et administratives autour du guide spirituel des Ansars s'est tenue le samedi dernier à Bankoni Djankinebougou en commune 1 du district de Bamako. Commentaire signé Moussa Fomba. Pour cette 6e édition, l'association Alimatou Sahadia, avec la baraka de son idole, Aïdara Tanti Alima Dagamaïsa, épouse du guide spirituel des Ansars, innove. Après la cérémonie de remise de dons à la pouponnière de la cité UNICEF et la rupture collective des jeunes organisée à l'intention du personnel de Chérif La TV, elles permettent aux nombreux enfants du quartier Bankoni Djankinebougou de s'épanouir à travers des activités récréatives. Fils de Fatima Zahra alayhi salam et de Imam Ali alayhi salam. Il est né à Médine le 15e jour du mois de Ramadan de l'an 3 après l'Hégire. Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam fut immédiatement averti et se rendit aussitôt auprès de sa fille Fatima alayhi salam. Il prit l'enfant et l'embrassa. Puis demanda à son père, Imam Ali alayhi salam, le nom de son enfant. Et ce dernier lui répondit, je ne peux pas dénoncer le prophète de Dieu que vous êtes. Et le prophète lui répliqua, moi non plus je ne peux pas dénoncer le Tout-Puissant Allah. C'est alors que l'ange Jibril alayhi salam apparaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer le nom que Dieu avait donné à l'illustre enfant, El Hassan alayhi salam. Un nom que personne n'avait porté dans toute l'Arabie. Je vous présente toutes mes salutations à notre guide suprême de Mali, Sayyidina Ousmane Sharif Madana Haidara. Et je vous présente et je remercie les Madame Sharif qui sont organisées cette grande cérémonie spirituelle. Vraiment, ça c'est une chance dans notre vie que nous sommes vivre et présenter dans cette grande cérémonie. Et félicitations Madame Sharif
que Dieu vous a donné la chance pour avoir une cérémonie pour l'Ahl al-Bayt et l'imam Hassan, petit-fils du prophète. Parents, amis et sympathisants de l'initiatrice, tous ont pris part à cette activité marquant la date anniversaire de la naissance d'Imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Bon, je suis très ému, très content d'être vraiment à cette cérémonie du Mawloud de l'imam El-Hassan. El-Hassan, Husseini, ça c'est des petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je me réjouis, je suis très content. Et je suis arrivé dans l'après-midi, j'ai vu une atmosphère où les gens sont là, faire des bénédictions, se retrouver dans une chaleur familiale. Je suis très heureux de retrouver encore la famille du cheikh, ses femmes, ses enfants, hein, hommes et garçons, tous sont vraiment dans la même lancée. Faire des bénédictions et chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses petits-fils. Donc je ne peux que vous remercier. Tout le monde est là, c'est une fête. C'est une fête, c'est la joie. C'est la joie, c'est la joie. À tous les niveaux. Que le bon Dieu exauce nos vœux. Je tenais à remercier le guide spirituel d'Amsardine, Haïdara, pour son courage et la conviction qu'il a aujourd'hui pour développer et amener la paix dans notre pays. C'est un grand salut pour nous. Le rôle qu'il est en train de jouer pour l'apaisement de notre pays, avoir une bonne directive aujourd'hui pour le développement, nous le tenons à le remercier. C'est un homme de conviction qui a accepté aujourd'hui de mettre son intelligence, sa fortune à la disposition de son pays. Haïdara Alima Dagamaïssa rassure quant à sa disponibilité à soutenir toutes les activités ayant trait à la vie du prophète et de celle de ses descendants. Le guide spirituel des Ansar, petit-fils du prophète paix et salut soit sur lui, exprime sa profonde gratitude aux organisateurs d'un tel événement qui, selon lui, est le témoignage de notre attachement aux valeurs léguées par le prophète, aux croyants, bref à toute l'humanité. La cérémonie a pris fin par la rupture collective du jeûne offerte aux invités par Haïdara Tanti Alima Dagamaïssa. Vivement l'édition prochaine. Conférence de presse initiée par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale sur la tenue des journées de concertation sur les questions migratoires. C'était ce lundi dans les locaux du 10 département. Kafouné Bachili et Sidou Niari. Du 15 au 17 juin, se tiendra à l'hôtel Radisson Blu de Bamako les journées de concertation sur les questions migratoires. En prélude à ces journées, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a animé un point de presse afin d'informer l'opinion nationale et internationale de la tenue des journées qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des actions du département. Durant 3 jours, les thématiques abordées porteront essentiellement sur les questions migratoires. Mesdames et messieurs, l'objectif des concertations qui nous réunit aujourd'hui principalement est de faire un véritable travail de communication sur tous les aspects de la migration afin d'éclairer l'opinion nationale sur le rôle de chaque acteur dans la gestion de la migration d'une part et de mettre en lumière les limites de chaque acteur et type de relations à construire avec les pays d'accueil d'autre part. Cette première concertation nationale, première du genre, si j'ose m'exprimer ainsi, rassemblera tous les acteurs concernés de la migration. Il s'agit des départements ministériels. Et la concertation doit aussi accueillir les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, les institutions de la République, que ce soit les associations de migrants, les PTF, et tous les acteurs qui sont impliqués dans la question migratoire. Donc, elle regroupera au moins 300 personnes qui sont invitées. Donc, ça permettra également de parler des sujets qui sont des sujets d'actualité, des sujets qui parleront pratiquement des textes en ce qui concerne la migration, pour édifier
le migrant qui, s'il est bien informé, il prendra des décisions opportunes avant de se lancer à l'aventure. La cérémonie aura lieu à l'hôtel Radisson le jeudi à 9h, mise en place terminée 8h30, parce qu'il y a des contraintes de temps. Le samedi, ce sera la cérémonie de clôture avec la présentation des recommandations qui seront des recommandations fortes, qui sera déclinée en un plan d'action que le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine se verra le devoir de suivre pour que ces recommandations ne dorment plus dans des tiroirs et pour que la migration soit tout un atout pour notre pays par rapport à la vision du président de la République, chef de l'État. Cette rencontre va réunir tous les acteurs concernés par la migration. À noter que la cérémonie d'ouverture prévue pour le jeudi 15 juin sera placée sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Remise des dons aux associations féminines par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette rencontre permet ainsi donc aux associations Kounadiaton et Djigiseme de bénéficier de vivres et une enveloppe de 400 000 francs CFA. Kafouné Bachili Samba Traoré. C'est dans le cadre du mois béni de Ramadan que le ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a procédé à cette remise des dons aux associations des femmes de Bangoni Djanginebougou. Par ce geste, l'association Kounadiaton et Djigiseme bénéficie de 3 tonnes de riz et la somme de 400 000 francs CFA, dont 300 000 francs venant du ministre de la Promotion de la Femme et 100 000 francs offerts par le maire de la commune 1 du district de Bamako. Pour Mamadou Bekeita, cette action humanitaire est salutaire. Bon, vraiment, je suis très ému de ce que j'ai vu ce matin. Et j'ai dit que c'est une œuvre qui doit continuer. On ne doit pas s'arrêter là. Et on a une commune qui est vraiment pauvre, mais une commune également riche, de par la population riche qui habite là, de par la population pauvre aussi. Il faut qu'on tienne compte de ça. Les problèmes sont multiples, on a faim, on a soif, on est malade, on a besoin d'écoles, de routes, on a besoin de tout. Mais on ne peut pas avoir tout en une seule fois. Madame le ministre, qui n'attend pas s'arrêter là, réitère tout son engagement à soutenir et à encourager les femmes. Bon, ça va continuer jusque dans les régions et où j'aimerais aussi visiter des villages. Peut-être je ne visiterai pas tous les villages parce qu'il y a 11 000 villages en République du Mali. Ça va être très difficile, mais dans les jours à venir, peut-être vous allez entendre ce qu'on va faire aussi avec les villages. Donc ça va continuer dans le district, même si on ne fait pas... on ne va pas partout, les associations sollicitent notre venue, mais on va leur montrer que nous sommes un ministère au service de proximité, des femmes de proximité. Bon, j'ai beaucoup apprécié la population, leurs demandes, leur attente vis-à-vis de nous. Les gouvernants, ils ont apprécié le fait que les ministres viennent à la base pour parler avec les populations. Ça, c'est un premier pas. Et en plus, ils ont exprimé des besoins qui ne vont pas en porte-à-faux avec ce que le gouvernement veut pour les populations. Les services sociaux de base, c'est une des priorités du gouvernement actuel. La mesure où nous avons des vastes programmes liés à l'eau, à l'électricité rurale, et puis l'hygiène et l'assainissement. Et je pense que ça n'a pas débordé. C'est des attentes réelles, des attentes réellement à la portée du gouvernement actuel. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons satisfaire certaines demandes. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Dans le cadre de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement, dont le lancement officiel a eu lieu à Mopti, l'Association des femmes forestières du Mali a organisé une séance de sensibilisation sur le changement climatique. C'était le samedi 10 juin. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. Durant 2 heures, le centre multifonctionnel des femmes de Samalé, dans la commune rurale de Mandé, a servi de cadre pour cette séance d'échange et de sensibilisation sur le changement climatique. Organisée par l'Association des femmes forestières du Mali, la rencontre était présidée par la présidente de la dite association et coordinatrice du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR. Mais je pense déjà avec la rencontre d'aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience, parce qu'ils nous ont parlé de pas mal de choses. Et en tant que facteur d'adaptation, il y a certes les effets néfastes des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes pour pouvoir améliorer nos comportements de tous les jours? Et si le mal il est là déjà, qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter?
Donc je pense que ce message, il est déjà compris et on va continuer à évoluer ensemble, Inch'Allah. La rencontre a vu la participation de la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui a mis en exergue la nécessité de changement de comportement vis-à-vis de notre écosystème. Et vous avez assisté au débat, vous avez vu que comment ça a été fructueux. Parce que l'échange qu'il y a eu, on avait des hommes d'un certain âge, ça veut dire qu'ils ont des idées par rapport au changement climatique. Et par rapport au changement climatique aussi, la conférencière nous a tout montré scientifiquement. D'abord, elle a pu définir le changement climatique. Et après ça, ce que ça peut faire comme dégâts au niveau de la communauté. Et la communauté même a été réconfortée. Le débat, en tout cas, tout le monde a participé. Je pense que les retombées qu'on peut avoir ici, c'est par rapport au changement de comportement, par rapport à notre environnement. Comment prendre notre environnement? Et on a parlé de changement climatique. On dit que le changement climatique, en tout cas, c'est le comportement de l'homme sur la nature. Et on commence à ressentir, en tout cas, les effets de ce changement climatique sur notre environnement. Les habitants de la localité ne cachent pas leur satisfaction et promettent de mettre en œuvre les recommandations issues de cette rencontre. L'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en images avec Sadio Sidibé. Le président guinéen se propose comme médiateur dans la crise diplomatique qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar. Dans une lettre adressée au roi saoudien, Alpha Condé s'est dit disposé à œuvrer sans relâche pour trouver une solution pacifique. Mais le chef de l'État guinéen, qui est également président en exercice de l'Union africaine, ne prend pas parti. Contrairement à plusieurs chefs d'État africains, dans la lettre qu'il a adressée dimanche 11 juin au roi d'Arabie Saoudite, il qualifie la rupture des relations diplomatiques entre Riyad et Doha de crise inopportune. Le président guinéen s'est dit prêt à jouer un rôle de médiateur en tant que président de l'Union africaine et dirigeant d'un pays membre fondateur de l'Organisation de la coopération islamique. Approché par les deux pays depuis le début de cette crise diplomatique, Alpha Condé choisit donc une troisième voie, mais prend soin de ne pas froisser son partenaire saoudien. Il faut dire que la coopération avec Riyad est très ancienne. Depuis l'indépendance de la Guinée, le royaume est un partenaire privilégié. Le Qatar est présent également, mais la coopération est plus récente et moins visible. Alpha Condé espère maintenir de bonnes relations avec les deux pays. Un groupe d'hommes armés et cagoulés a procédé dans la nuit de samedi à dimanche à une fouille systématique des proches de Moïse Katumbi détenus depuis plusieurs mois dans la prison centrale de Makala à Kinshasa. Ils se sont mis à fouiller et à intimider mes proches qui y sont détenus. Moïse Katumbi, lui-même contraint à l'exil depuis une année, dénonce le harcèlement de personnes qui sont incarcérées injustement depuis plusieurs mois, comme l'a démontré le rapport des évêques catholiques. La fouille a été confirmée par des sources pénitentiaires. Elle intervient près d'un mois après l'évasion du siècle dans cette principale maison d'arrêt de la capitale congolaise. Mais plusieurs personnalités politiques en détention et des proches de l'opposant Katumbi avaient refusé de se faire la belle, craignant de tomber dans un piège et d'être tués. Ces hommes armés ont procédé à des saisies de téléphones de plusieurs détenus. Cette opération a ciblé essentiellement les proches de Moïse Katumbi et certains membres de l'entourage du général Faustin Mounene, notamment le lieutenant-colonel Jean-Pierre Kazamba. Le fils du défunt dirigeant libyen a été relâché par la milice qui le détenait depuis la ville de Zintan. Pôle militaire et influent du Jebel Nefoussa, les monts au sud-est de Tripoli, étaient plongés dans une vive tension au lendemain de l'annonce samedi 10 juin de la libération de Saïf al-Islam Kadhafi, 44 ans, fils cadet de l'ancien guide libyen renversé par la révolution de 2011. Détenu à Zintan après son arrestation en novembre 2011, Saïf al-Islam se trouve depuis environ un an au cœur d'un imbroglio politico-judiciaire particulièrement trouble. Partisan et adversaire de sa libération s'affrontant autant à Zintan
qu'à l'extérieur. Si cette libération devait se confirmer, elle est de nature à peser sur les équilibres politico-militaires d'une Libye fragilisée par les conflits lavrés qui opposent les camps rivaux de M. Haftar à Tobrouk et de M. Sarraj à Tripoli. Une déclaration de soutien à Haftar d'un Saïf al-Islam libre mettrait Tripoli sous pression, affirme un observateur libyen basé à Tunis. Des fiefs kadhafistes comme Tarouna ou Beni Walid au sud-est de Tripoli ou les réseaux tribal des Warsfana présents à l'ouest de la capitale pourraient se mobiliser dans cette éventualité pour soutenir une offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. La libération de Saïf al-Islam est bien plus qu'une simple péripétie judiciaire. Et enfin, la présidence allemande du G20 organise ce lundi 12 juin et mardi 13 juin à Berlin une conférence intitulée Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir en commun. La chancelière Angela Merkel et son ministre des Finances Wolfgang Schäuble doivent échanger ce lundi avec quelques dirigeants africains triés sur le volet. Parmi la dizaine de pays invités par Angela Merkel, 8 sont francophones. La chancelière allemande honore ainsi la promesse faite avant d'entamer la présidence du G20 qui s'achève à la fin de cette année, donner la priorité au développement de l'Afrique. Il sera question d'agriculture, d'énergie et d'infrastructures de base, comme les routes. Reste à savoir quelle part sera réservée au continent dans son ensemble, tant chaque chef d'État veut d'abord mettre en avant les performances et les potentialités économiques de son pays. Sport football, première journée des phases éliminatoires de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2019. Les Aigles du Mali ont battu les Panthères du Gabon par un score de 2-1. C'était le samedi 10 juin au stade du 26 mars de Yirimadio. Youssouf Koulibaly et Draman Mali. 4 mois à peine après la clôture de l'édition 2017, où les Aigles du Mali ont été éliminés dès les premiers tours, la phase de groupe des éliminatoires de l'édition 2019 qui aura lieu chez les Lions Indomptables démarre sur une bonne note pour les hommes d'Alain Giresse. Vêtus en jaune, les Aigles ont eu du mal à développer leur jeu en première période face à une équipe gabonaise disloguée pour une question de prime. Mais cette incompréhension entre le gouvernement gabonais et les Panthères n'a pas terni en aucune manière le spectacle produit sur la pelouse. Pour preuve, les hommes du coach José Alfred Camacho vont tromper la vigilance d'Oumar Sissoko à la 3e minute par Athanase Denis Bouanga. Ce but matinal met en confiance la formation gabonaise qui multiplie les incursions dans le camp malien. L'unique réaction côté malien interviendra qu'à la 31e minute sur une frappe de capitaine Yacouba Silla. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Une contre-performance qui ne sera pas passée inaperçue par les supporters maliens. Après avoir résisté à la tempête de la première période, les Aigles du Mali reprennent les choses en main et le fer de lance de cette réveil brutal sera déclenché par Khalifa Koulibaly qui pulvérise la défense gabonaise suite à une action individuelle. 3 minutes plus tard, Yves Bissouma libère tous les stades en profitant d'une balle mal renvoyée par la défense des Panthères. 2-1, c'est le score final entre Maliens et Gabonais. On a fait une bonne première mi-temps, on a été prêts défensivement, offensivement, on a su partager le ballon avec l'adversaire. Après en deuxième mi-temps, on a été un peu moins bien, mais on a fait 2 erreurs. En moins de 2 minutes, on a pris 2 buts, c'est ça qui nous a porté préjudice. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match. Donc c'est de bonne augure pour la suite. La suite, c'est de bonne augure. Si on continue comme ça, je pense avec le retour de ceux qui n'ont pas pu être là, je pense que ça va le faire, on va pouvoir gagner. Là. On a marqué vite, c'est ça qui a donné un peu du coup au groupe. Après, deuxième période, c'est l'effet de jeu, c'est sur de la concentration qu'on se fait battre. Donc voilà, on va retenir que du positif sur ça. Après on ne peut rien y faire. Donc on va essayer de travailler sur ça, sur le fond de jeu à la fin. Donc voilà. Ouais, l'essentiel a été fait, on a pris nos 3 points. Aujourd'hui, voilà, c'est une bonne victoire. Qui a un très bon goût parce que voilà, on a été pris à partie par les supporters, j'ai trouvé ça dommage.
on a un groupe très jeune, il faut être indulgent avec nous. Aujourd'hui, on a montré à tout le monde qu'on a fait preuve de caractère, qu'on est passé au-dessus de tout ça. Et j'espère que le public malien restera avec nous et qu'il viendra en nombre dans les prochains matchs. 3 points, la victoire, le résultat, c'est avant tout ce qui compte, on gagne, on fait ce qu'il faut ici à domicile. Donc c'est ça que l'on retient principalement. Je suis très fier de l'équipe, et je suis très content vraiment, un sentiment de joie parce qu'il fallait prendre les 3 points. Et il n'y a pas de petite victoire, 1-0, 2-1. Il fallait prendre les 3 points et Dieu nous a aidés, nous avons pris les 3 points. Ça nous remet en position pour la qualification. Avec ces 3 points, les Aigles se classent 2e derrière le Burundi qui avait battu auparavant le Soudan du Sud par un score de 3-0. 6 journées sont au programme. Au terme de celle-ci, le premier de chacun des 12 groupes sera qualifié pour la phase finale en compagnie des 3 meilleurs deuxièmes de l'ensemble des poules. La prochaine sortie des Aigles est prévue pour le 23 mars 2018 contre le Soudan du Sud. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.